Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial un petit peu puisque ce sera sur des services presse. Je mets des guillemets parce que il y en a un, c'est pas tout un fan service presse mais à la base c'était un livre qu'on m'avait prêté pour avoir mon avis. C'est de Mathieu Bobin, Marguerite Kahn, le tome 1 Fils d'armes aux éditions du Triomphe. Je vous en parle vite fait parce que j'en avais parlé dans une ancienne vidéo qui remonte un petit peu maintenant. Donc on suit Faranor qui a vu avec son frère son village être, on peut dire exterminé, hein, vu le peu de survivants qu'il y a. Il y a juste leur mère qui va survivre et le frère va s'engager dans l'armée et Faranor va rester avec sa mère jusqu'à son décès. Et de là, Andugal, qui est un proche de la famille, va venir le chercher et lui dire « Veux-tu devenir un soldat? Je vais t'entraîner, tu iras dans une école. » Dans ce tome-là, on suit justement Faranor, son apprentissage et surtout à l'école, ses 2 premières années et l'envers un peu du décor. C'est vraiment un tome d'installation. Et ça change en fantasy aussi parce que le Faranor est justement un personnage aux antipodes de ce qu'on voit dans la fantasy, dans le sens où c'est quelqu'un d'optimiste, un peu naïf sur les bords, un petit peu quand même, hein. Bienveillant vraiment dans la bonté, voilà, c'est typique de l'auteur. Quand je l'ai lu, je rigolais pas, mais ça me faisait penser qu'on comprend mieux qui est l'auteur et enfin, c'est logique, c'est cohérent, voilà, c'est cohérent avec la pensée probable de l'auteur. Et par contre, ce qui m'a aussi surpris, c'est les réflexions qui sont faites dans ce livre sur l'humain et le fait que l'humain n'est pas forcément bon. Les gens qu'on penserait bonnes ne sont pas forcément et ceux qu'on penserait mauvais ne sont pas forcément non plus. C'est des petites réflexions comme ça qui me font dire aussi que l'auteur a dû bien en voir quand même passer des choses. Mais du coup, j'ai trouvé ça paradoxal par rapport à ce que je sais sur l'auteur. Si vous vous souvenez pas, en fait, il est prêtre. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant justement cette dualité entre ce côté vraiment bienveillant, positif, je vais pas dire solaire parce que ce serait exagéré, mais vraiment il y a ce côté là un peu, voilà, au début je me disais ouais t'es bien naïf mon coco, et très vite on se rend compte que bah il est très curieux paradoxalement, et voilà, il ouvre les yeux, il observe, il apprend très vite. Et on a quelques petites surprises au cours du roman, surtout à la fin. Je me suis pris un revers de... Voilà, c'est une double gifle magistrale parce que en fait j'avais eu la piste et j'ai dit ouais non c'est pas possible. Bref, donc je lirai le tome 2 avec plaisir et il y a en tout 5 tomes pour le moment. Je sais pas combien il y a de tomes en tout. Enfin si vous voulez de la fantaisie, alors il y a quelques clichés de la fantaisie, hein, attention. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'il passe pas 3 plombes à vous expliquer comment vit Faranor, machin, nanani, nanana. Non, t'as, allez, 10 pages à tout casser sur le début et après tu rentres dans le vif du sujet. Après ça reste un tome d'installation avec les différents personnages, je les ai tous aimés, quasiment tous, franchement. Parce qu'à maintenant j'ai pas de personnage que j'aime pas. Même le roi dedans a l'air super cool. Très bienveillant. Mais il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre et ça fait du bien à lire quand même. Sa maison en carton de Marie Callot et Julie Stabowski chez les éditions Alice, que j'ai eu avec Babelio dans le cadre de la masse critique du mois de novembre. Je l'ai reçu assez tard, hein, parce que honnêtement j'étais un peu étonnée. Mais bon, ça vient de Belgique. Alors je vous montre un peu l'intérieur. On suit Ernest qui doit faire toujours un détour pour rentrer de l'école parce que son père veut pas qu'il passe par un certain endroit pour sa sécurité, blablabla, jusqu'au jour où Ernest il va pleuvoir tellement fort, il va dire ah tant pis, je passe voilà, direct, je prends le chemin direct. Sauf que sur ce chemin il y a une SDF, au début il va avoir peur et finalement il va se dire mais c'est un être humain comme un autre et cet être humain a besoin d'aide, donc il va l'aider. Pas tout seul comme vous le voyez sur la couverture, hein. J'ai été très touchée par cette histoire. Je m'en doutais quand je l'ai vu sur la liste et j'ai dit oh il va être touchant ce petit livre, mais je m'attendais pas à cette réflexion pleine d'humanité, pleine de bienveillance, de bonté. Et les adultes dedans se prennent bien des baffes quand même parce que rien que le père de Ernest, le discours qu'il tenait, à la fois c'est le discours que tout le monde dit, mais tout le monde le tient ce discours. Tout adulte qui se respecte le tient, sauf moi. Enfin, moi je suis très partagée en fait là-dessus, je pense que c'est vraiment très compliqué. Mais ouais, en tant qu'adulte, vous lisez ça, vous dites, mais on a vraiment perdu ce côté bienveillant qu'on a quand on est gamin, enfin, les bons côtés qu'on a quand on est gamin, quand on se dit faut aider les gens dans la misère, etc. Quand on est adulte, on n'y pense plus. Enfin, moi j'essaie, mais après, on fait selon ses moyens, quoi. Mais là, avec rien, ils arrivent à aider cette dame et c'est juste magnifique. C'est un beau message plein de bienveillance, de bonté, de chaleur humaine et tout ce que vous voulez. Et je vous le recommande puissance 1000, voilà. Parce que franchement, il m'a fait un bien fou. J'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment très émue, très touchée.
Sun Tzu, le stratège et le sorcier de Olivier Lucetti chez Fantasy Édition. Alors j'en ai un autre de lui à lire, mais alors du coup après l'avoir lu j'ai envie de le sortir, le livre que j'ai. C'est une intégrale donc c'est un peu long, donc ce sera pas pour maintenant, mais j'ai très envie de le sortir. Alors on suit justement Sun Tzu qui suite au décès de ses parents décide de se rendre chez son grand-père. Il est à ce moment-là tout gosse, hein, je sais plus quel âge il a à ce moment-là, si c'est pas marqué, mais 13-14 ans je crois qu'il a, peut-être moins, enfin bref. Donc il est tout jeune et on va suivre justement son apprentissage auprès du Feng Xiang, donc du sorcier. Ce livre est pour moi trop court, dans le sens où le Feng Xiang c'était un personnage qui me fascinait et je voulais en savoir plus et j'ai pas eu ma dose en fait. J'ai pas eu ma dose. Tout comme Sun Tzu, j'aurais bien aimé voir plus son évolution. On voit son évolution et à un moment on s'arrête. On arrête là l'évolution, on va pas plus loin. J'aurais dit ouais mais j'aurais bien aimé après aussi. Voir vraiment l'évolution quand... Enfin je peux pas dire sinon je spoil, mais... Donc c'est un mélange franchement d'historique quand même et de fantastique. Et en fait Sun Tzu, pour ceux qui l'auraient un peu oublié, c'est l'auteur de l'art de la guerre. Alors je pense que beaucoup le savent, mais bon, quelquefois que des jeunes passeraient par là et n'auraient pas encore eu connaissance de ce personnage. Et il faut savoir que Sun Tzu, dont j'ai lu un bouquin, le bouquin L'art de la guerre de Sun Tzu, et un historien spécialisé sur la Chine disait qu'en fait on a une période approximative sur la période historique où il a vécu, mais on ne sait pas qui il est, s'il avait pris un pseudo ou si c'était vraiment, voilà, il s'appelait vraiment Sun Tzu, on ne sait rien sur lui. Donc l'auteur a pu se faire plaisir sur comment il est devenu ce stratège que tout le monde connaît, qui a fait l'art de la guerre, qui est juste fascinant et plein de bon sens. C'est du bon sens pur, hein, l'art de la guerre. Je dis ça, je dis rien. Mais ouais, c'est... Alors Sun Tzu, il en a fait quelqu'un d'un peu autiste sur les bords quand même. Je dis oui, c'est pas idiot, parce que comme ça simplifie son histoire. Par contre, j'aurais bien aimé plus aussi sur Sun Tzu, parce qu'il en a fait un personnage que j'imagine pas comme ça en fait. Il m'a renvoyé à ce que je connais sur Sun Tzu, ce que je me souviens, parce que j'ai lu il y a perpète quand même le bouquin. Mais ouais, il était bien fichu quand même. Je pense que pour ceux qui voudraient appréhender un peu ça, je pense que ça peut être sympa. Parce qu'en plus, il respecte parfaitement la pensée chinoise et les discussions chinoises dans la Chine du passé. Parce que j'ai lu des livres chinois et à chaque fois, j'ai retrouvé vraiment l'esprit chinois dans le livre. Et ça, c'est important parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant qu'auteur étranger d'écrire un livre qui se passe en Asie si vous ne respectez pas la pensée asiatique à l'époque choisie. Là, c'est en Chine ancienne, c'est parfaitement respecté. Les dialogues vraiment presque philosophiques qu'il y a, j'étais fascinée, j'étais dedans, mais complètement dedans. Et justement, je peux pas dire que je l'ai complètement aimé parce qu'il m'a manqué le Feng Xiang et il m'a manqué une suite, une fin réelle. J'avais l'impression de lire comme un prologue pour une saga, en fait. Ouais, dommage. Il manquait pas grand chose, hein. Quelques pages. Ensuite, U de David Dolo, c'est de l'auto-édition. Alors en fait ce livre je l'ai choisi parce que oui, c'est le site sur lequel j'ai mis les services presse, on peut choisir les livres, enfin demander à en recevoir. Et ce livre là en fait, je m'étais dit oh tiens il y a tous des ingrédients qui m'intriguaient, quelque chose d'étrange, etc. Sauf que ce livre c'est soit ça passe soit ça casse. Dans mon cas je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou non. Et en fait j'ai été dans le même état d'esprit, il y a une blogueuse qui l'a lu aussi, on a été dans le même état d'esprit toutes les deux, mais notre avis final n'est pas le même. C'est marrant. Franchement, c'est assez étonnant. On suit Francis qui a une vie, métro, boulot, dodo, c'est un peu ça sa vie. Il a une femme complètement exécrable. Et un jour, dans le métro qu'il prend, il va décider de sortir du train alors qu'il est arrêté parce qu'il n'arrive plus à respirer comme une crise de panique. Et en fait, en longeant les rails, il se dit je suis à 10 minutes de la prochaine gare, c'est bon, voilà. Sauf qu'il va jamais arriver à la gare, il va se retrouver au contraire dans un endroit très étrange, recouvert de détritus. Et de là, il va être utilisé comme esclave par un gamin de 14 ans. Hein. Et un esclave qui va lui mettre quand même une tête de cheval sur la tête. Hein. Une vraie tête de cheval, hein, je précise. Donc c'est joie, c'est bonheur, c'est... non, je rigole. Non, c'est vraiment très très glauque, très malsain aussi. Au début, franchement, c'était vraiment malsain. Je m'étais dit, heureusement que t'as pas beaucoup mangé dans la journée, parce que je crois que j'aurais vomi, tellement c'était malsain. Et en fait, même si c'est malsain, vous lisez. Vous continuez à lire et vous êtes pris dans l'histoire et vous voulez savoir la suite.
vous voulez se dire, en fait je crois qu'on veut se rassurer en le lisant, en se disant mais il va sortir de ça, c'est juste un cauchemar, c'est tout, c'est un cauchemar très malsain mais c'est un cauchemar. Sauf qu'on vous fait comprendre que non, ce n'est pas un cauchemar, il est vraiment dans cette réalité-là, et que en fait c'est un monde parallèle au nôtre, dans lequel des gens qui n'en peuvent plus de la vie actuelle, etc., qui se sentent méprisés ou qui ne cherchent pas, voilà, qui cherchent rien de particulier, se retrouvent dans ce monde-là. Et sauf qu'il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. Il y a juste un auteur, un poète, un moment qui apparaît où j'ai dit, lui, voilà, il repose un peu l'histoire, il nous permet de souffler un peu. Mais tous les autres, ils sont tous complètement frappadingues, les situations sont complètement... Je sais pas si je suis censée comment décrire ces événements, mais ils sont complètement à l'ouest, quoi. C'est vraiment de l'ordre de l'improbable. Mais justement, ce monde étant lui-même déjà improbable, du coup, tout le reste ne surprend pas trop. Et en même temps, si, en fait. C'est vraiment ce paradoxe complet, c'est qu'on se retrouve dans ce monde complètement dingue, froid, sale, et très malsain, ouais. Malsain, ça... Et la fin, par contre, est très surprenante, parce que moi, ça m'a pas surprise tant que ça, la fin. Et je me suis dit, mais la femme de Francis, c'est vraiment une garce. Désolée, autant dire les choses telles qu'elles le sont, parce que pour le coup, ce personnage-là, je crois que de tous, c'est celui qui m'a le plus écœuré, quoi. C'est Francis lui-même n'a pas de personnalité, il est fade, il est... Enfin, voilà. C'est un anti-héros, pour le coup. Mais alors, au niveau anti-héros, j'en ai déjà croisé, mais alors des comme ça, rarement. Il a vraiment aucun charisme, il n'a rien. Après, je me dis qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place dans le cas où un truc pareil nous arriverait. Moi, je crois que je me dirais je suis folle. Voilà, c'est tout. Hein. Lui, non, il espère encore. Mais voilà, donc je ne saurais pas vous dire s'il faut le lire ou non. Si vous êtes curieux, voilà, n'hésitez pas à essayer de le lire. Maintenant, vous êtes prévenus, c'est malsain, c'est très sombre. C'est pas déprimant non plus, parce que on est dans un monde imaginaire, mais c'est pas évident à lire. Pourtant, on le lit d'une traite quasi. Hein. C'est un paradoxe complet, ce livre. Donc voilà, faites votre choix. Je prends aucune responsabilité sur ce livre. 1515-1519, le chroniqueur de la tour. Alors j'ai pas de nom d'auteur parce que l'auteur m'a expliqué en fait qu'il préférait ne pas dévoiler son nom. C'est son choix, je le respecte. C'est de l'auto-édition aussi. Et c'est un tome 1 en fait, puisque la suite ça s'appellera 1520 jusque 1522, voilà. Je suis donc profondément dégoûtée quand je l'ai fini, j'ai fait et la suite. Elle est où? Donc oui, bonne lecture. Un peu compliqué parce qu'il faut se mettre dedans, on est donc 1515, François Ier devient le nouveau roi de France, et à peine arrivé il va dire je vais récupérer Milan. Grosso modo c'est à peu près ça. Sauf qu'il va découvrir en devenant roi que être roi de France c'est pas exactement ce qu'il imaginait, qu'il y a des choses, parce que c'est de la fantaisie je rappelle, hein. Donc il y a la partie historique réelle de François Ier, les gros événements qu'on connaît, donc Marignan, le fait qu'il a eu des enfants, la reine Claude, et les personnages historiques sont tous dedans, hein, là-dessus vous pouvez être sûr. Mais vous avez un aspect fantastique à côté. Et je trouve qu'il a parfaitement mélangé les deux. Il a vraiment super bien dosé les deux. Ça ne déroge pas à l'aspect historique réel, et l'aspect au contraire fantastique ajoute un plus, je trouve. Le mélange des deux est vraiment bien fichu. Et en plus de ça, vous découvrez l'envers du décor quand même, malgré tout, de la royauté. Parce que même s'il y a un aspect fantastique et des créatures fantastiques, il y a quand même vraiment les complots, les trahisons, les je t'achète si tu fais ça, et si tu fais ça, voilà, ok, on se met d'accord. C'est que ça tout le long du livre. Donc si vous attendez à de la fantaisie épique, genre des batailles, etc., il y en a assez peu. Il y a juste la bataille de Marignan qui est dedans, mais à part ça... Oui, il y a la bataille de Marignan, mais à part ça, il n'y a pas de guerre en tant que telle. Il y a un personnage qui m'a plus touché que les autres, c'est Aine Montmorency. Je connais pas très bien les personnages historiques de cette période, désolée. Hein. Je suis un peu nulle en histoire, hein, je le rappelle, mais voilà. 1515, je l'ai retenu, c'était en comptabilité. Le prof, il disait 1515, la bataille de Marignan. Je ne sais même plus quel était le vrai compte, le compte utilisé en compta. Hein. Je me souviens juste de ça. Je suis pas logique, hein, jusqu'au bout je ne serai pas logique. Mais ouais, ce roman était vachement bien fichu. En plus, au début j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Parce qu'il faut le temps de s'imprégner de l'univers qu'il a créé, des fantômes qui sont présents, de la créature emblème, la salamandre, l'emblème de François Ier, qui est présente dedans de manière active.
Vous avez des nains, vous avez des gobelins, vous avez des elfes. Alors les elfes, je les ai adorés, j'ai même dit mais pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi? Mais parce qu'il a voulu garder vraiment l'histoire et rajouter à côté. C'est vraiment à côté, vous avez toutes les créatures fantastiques. François Ier, à part la salamandre, il n'est jamais quasiment en contact direct avec les créatures. C'est pour ça que j'ai trouvé ça malin de la part de l'auteur d'utiliser ça de cette manière-là, tout en respectant l'histoire. Et là, il faut savoir ce qui est vrai du faux. Et même les... Par exemple, il y a un nain et un gobelin qui apparaissent. Les deux, je me suis dit, mais ils pourraient réellement exister en tant qu'être humain. Est-ce qu'il s'est amusé à faire des métaphores de personnages qui ont peut-être existé réellement? Je ne sais pas. Je vais peut-être me renseigner après. J'ai envie d'en savoir plus du coup sur l'histoire de François Ier, hein, forcément. Parce que c'est le genre de bouquin typiquement comme le steampunk où vous avez envie de feuilleter des livres pour en savoir plus sur la vérité, sur ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc ça veut dire que c'est réussi. Hein. Quand j'ai envie vraiment d'en savoir plus, c'est que c'est réussi. Moi je vous le recommande vivement, même si c'est une belle pavasse. Il fait quand même pas loin de 480 pages, pas loin. Et c'est une petite pavasse, écrit un peu... Ouais, si, ça va. C'est un peu plus petit que ce qu'on voit habituellement, mais... Et les personnages sont vraiment tous intéressants, on voit leur évolution vraiment réellement. Et le coup de la salamandre, franchement, il y a un épisode avec la salamandre, c'était là en mode « Oh mon dieu !» On s'y attache vraiment en plus. Il arrive à rendre ces personnages humains tout en étant à leur place, quoi. Il y a Charles aussi... Charles Quint qui apparaît. Et pour vous dire, pour vous prouver que c'est quand même vraiment basé sur des faits historiques, déjà je connais le métier de ce monsieur, donc je sais qu'il avait déjà des connaissances de base, mais il y a aussi quelques références qu'il a utilisées. Donc c'est dire qu'il en a lu des bouquins, hein. Je le dis. Donc voilà, une bonne découverte, je savais pas trop à quoi m'attendre, il m'a intriguée juste parce que justement ça est mélangé fantastique et historique. Et ouais, c'est bien fichu, je suis contente. Donc voilà, j'espère que parmi ces livres, il y en a que je vous aurais donné envie de lire. N'hésitez pas à m'en recommander aussi en rapport peut-être avec les thèmes. Sauf U. Hein. U, je crois que je ne le relirai pas. J'avoue que je m'en souviens assez bien en fait. C'est pour ça aussi que ça me pose problème. Mais à part celui-là qui est vraiment bizarre, et là je peux pas vous assurer qu'il vous plaira parce que je vous dis, c'est les extrêmes. Si vous aimez, vous n'aimez pas, vous acceptez ou vous n'acceptez pas ce qu'on vous propose, c'est un peu ça. L'auteur lui-même a su. Hein. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui par échange de mails. Et il a dit oui, je comprends votre point de vue. Voilà, que je m'engage pas à le proposer parce que lui-même sait très bien que voilà, qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est honnête de sa part de le reconnaître. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël, parce que oui, la semaine où je vais poster, il y aura Noël après. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et puis entre temps, il y a des chroniques sur le blog qui continuent malgré les fêtes, puisque j'en ai d'avance. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!